Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la 4e et avant-dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Et pour l'audience du jour, je suis accompagné par le juge au siège, Benna Bougma. Bonjour à vous, juge Bougma. Oui, bonjour président Kaboré. Bonjour, madame, monsieur. Et pour cette 4e et avant-dernière convocation de la semaine, nous recevons M. Joachim Vokouma. Il est le directeur de publication du journal en ligne Cassetto.net. Avec lui, nous allons échanger sur deux sujets qui ont été retenus pour vous. En première partie d'émission, il sera question du 63e anniversaire des Forces armées nationales avec la reconnaissance de l'engagement des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Et en seconde partie d'émission, il sera question de la commémoration de l'an 9 de l'insurrection populaire. Voici donc, auditeurs et auditrices, le menu de cette 4e convocation et je déclare ouverte cette 4e audience par la fenêtre des avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci. Ce qui retient notre attention, c'est la visite du président allemand en Tanzanie, où officiellement il a demandé pardon pour les massacres qui ont eu lieu en Tanzanie durant la période coloniale. Et il dit, je cite, « Je m'incline devant les victimes de la domination coloniale allemande ». C'est même mis, c'est clairement dit. Domination coloniale allemande, avant d'ajouter, en tant que président allemand, je voudrais demander pardon pour ce que les Allemands ont fait subir ici à vos ancêtres. C'est un discours de vérité, c'est un discours de sincérité. Il y a des torts qu'il faut savoir reconnaître. Il y a des erreurs qu'il faut savoir reconnaître. Et donc, de fait de mission civilisatrice, il y a eu aussi cette imposition. Alors que le principe là-bas, comme ils le disent, c'est la liberté. Donc parmi ceux qui ont été colonisés, il y en a qui n'en voulaient pas. Mais on les a forcés, certains ont été massacrés, les résistants, ou bien ceux qui n'étaient pas d'accord ont été sérieusement, certains fouettés, humiliés, déportés et d'autres tués, comme l'a dit, massacrés. Il y a eu plusieurs massacres. Et donc reconnaître qu'effectivement, c'est des torts qui ont été imposés à des gens et reconnaître ce tort et demander pardon, j'ai dit, il n'y a pas meilleure grandeur, il n'y a pas grandeur dans plus que cela. Voilà. Ailleurs, ceux qui ont été présentés comme des leaders, des réunificateurs, des pacificateurs ou bien ceci, ici, c'est un autre label, soit c'est un dictateur ou c'est un sanguinaire. Voilà, nous avons étudié Samori Touré, sanguinaire, mais en même temps, on a étudié Otto von Bismarck, visionnaire. Mais quand on regarde le parcours des deux, de ce que Bismarck a fait en Allemagne, c'est pas loin quand même aussi de ce qu'un sanguinaire a fait. Ce sont des faits historiques. Et l'homme ne s'en cachait pas, même dans ses citations, il le disait clairement. C'est par le fer, le feu, le sang que la réunification va se faire. Ça dit que celui qui n'est pas d'accord, bon voilà. Et puis c'est pas quelqu'un qui croit beaucoup plus aux questions électorales, croit beaucoup plus au rapport de force. Donc qu'un ressortissant de chez Bismarck vienne en Afrique reconnaître des torts, oui. C'est pourquoi j'ai dit, c'est à nous d'écrire notre propre histoire. Je sais que si c'est nous qui allons écrire notre propre histoire, ce n'est pas aussi évident que nous disions que Samori Touré est un sanguinaire. Dès lors qu'il s'est levé également contre un nouvel ordre qui était venu pour s'établir, il n'était pas d'accord. Et d'ailleurs, sa stratégie de guerre, attention, c'est également une autre stratégie de guerre. C'est comme ce que c'est dit, c'est comme si c'était enseigné dans une école militaire. Donc on a aussi ces valeureux fils d'Afrique qu'il faut savoir reconnaître leur mérite pendant la période, j'ai dit bien coloniale. Et donc reconnaître que c'était pas bien, ça j'ai dit bravo. C'est une grandeur d'esprit. Donc, c'est ce que je voulais dire comme avant-propos. Et pour ceux qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM, le directeur de publication du journal en ligne Cassetto.net, Joachim Vokouma, est notre convoqué à la barre. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour juge Bougma et bonjour téléspectateurs. Premier sujet enrôlé pour cette audience du tribunal de l'actualité. Les forces armées nationales burkinabées ont commémoré ce 1er novembre le 63e anniversaire de leur
création. Déjà, juge Bougma, 63 ans d'existence. Qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de bilan selon vous? Bon, en termes de bilan, ce qu'on peut retenir, 63 ans, c'est-à-dire que c'est quelques mois après les indépendances, la proclamation officielle que l'armée burkinabé a été créée. En son temps, le président civil avait fait venir effectivement un militaire qui a fait la guerre d'Indochine pour venir créer l'armée burkinabé. Et d'ailleurs, en 66 aussi, c'est même ce militaire qui est venu créer l'armée burkinabé qui a été porté au pouvoir par les manifestants du 3 janvier 1966. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que notre armée a pris goût au pouvoir à partir de 1966 et ne l'a plus jamais quitté. Quand elle quitte, c'est pour revenir quelque temps après. Donc, entre coup d'État et ceci ou cela, 63 ans après, il faut retenir également que les civils n'ont fait que 13 ans de pouvoir. Les 50 autres années ont été gérées par l'armée et jusqu'à présent, l'armée est en train de fêter son 50e anniversaire au pouvoir au Burkina Faso. Donc, il faut retenir également que 63 ans après, on a connu la guerre du Mali. Je pense que c'est une guerre qu'on a livrée contre le Mali. Ensuite, notre armée a été citée dans des rébellions. Et aujourd'hui, notre armée aussi a pris part à des théâtres d'opération avec l'ONU, donc sous le label de l'ONU ou de l'Union africaine, c'est selon, en fonction des théâtres des opérations. Et aujourd'hui, on a une armée qui fait face maintenant à la lutte contre le terrorisme. Donc c'est une armée qui est en train d'apprendre également à grandir en fonction de l'évolution du monde et en fonction des défis nouveaux. Donc les armes utilisées au début ne sont plus les mêmes armes, les tactiques et les stratégies ne sont plus les mêmes. Et donc voilà. Et donc ce qu'on peut retenir également, je dis bien, on a des généraux qui le sont pour la plupart par le fait d'une nomination. Vous êtes nommé à un poste de responsabilité, on vous élève au grade du général. Je n'ai pas dit que les généraux ne méritent pas leur galon, mais c'est le constat que je fais. Qu'on se lève un matin et qu'on dise que tel, en fonction des exploits, a droit au grade de général, c'est rare. C'est rare. Ce qu'on constate, c'est quand vous êtes appelé à de hautes fonctions, soit au niveau de l'état-major général des armées, soit au ministère de la Défense et ou de la Sécurité, que vous portez des galons de généraux pour la plupart des cas. Il y a eu des cas d'exception, même ces derniers temps, puisqu'il y a des conditions aussi à remplir. Par exemple, David Cabré a quitté sans porter le galon de général. À un moment donné, les gens se disaient que peut-être ça va venir, mais il y avait des conditions aussi à remplir. Mais j'ai dit c'est le constat. Que ce soit au niveau des forces armées nationales ou même au niveau de la gendarmerie, c'est pareil. On a vu aussi les galons de général de Djibril Bassolé, alors qu'il était en costard cravate au ministère des Affaires étrangères. Il a abandonné la troupe depuis longtemps. Donc, on l'a vu aussi, quoi. Donc, pour certains, la plupart, c'est lié à des postes de nomination. Donc, j'ai dit bien, 63 ans après, c'est une armée aussi qui nous a, par un moment, vu nous faire voir rouge, comme les mutineries de 2011, qui ont laissé beaucoup de séquelles aussi au sein des populations, avec des vies humaines emportées, avec des blessés, et des radiés aussi qu'on a vus au niveau du Burkina. Donc, j'ai dit c'est une armée qui a appris à grandir avec ses forces et ses faiblesses. Donc, on a une Britannie, on a des écoles de formation, mais aujourd'hui aussi, c'est des civils qui combattent aux côtés de ces militaires 63 ans après, et ça fait partie du bilan. Alors, Joachim Vokouma, c'est tout de même un bilan assez mitigé qui a été fait par le juge Bougma. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous retenez en termes de bilan après 63 ans d'existence pour nos forces armées nationales? Merci, mais il faut juste rappeler que il a évoqué, quand on veut connaître un peu la naissance de l'armée burkinabé, il faut lire le deuxième tome, le tome 2 des mémoires du général Lamizana, qu'il a publié en 1999. Bon. Et l'essentiel de ce que je vais dire, je tire ça de ce tome-là. Il rappelle que c'est le 3 août 1960 que l'Assemblée nationale a voté une loi, la loi 74/60 AN, portant création de l'armée voltaïque, 3 août 1960, donc avant même la proclamation de l'indépendance. Et c'est le
le capitaine Lamizana à l'époque, qui avait été porté à la tête d'une commission pour réfléchir sur la création, les attributions, l'habillement, les galons, enfin voilà, tout ce qui concerne l'armée. Et dans cette commission, il y avait des gens comme Alzuma Ouedraogo, qui était le directeur de la Sécurité nationale, le capitaine Babassi, le frère de celui qu'on connaît, Bila Zagré, qui était aide de camp, Gabriel Soumé-Yorian, Edmond Yanogo, de la douane. Donc, c'est cette commission-là qui a travaillé à la création de l'armée burkinabé. Et puis finalement, ça a été créé avec évidemment une négociation avec la France, puisque beaucoup de militaires étaient encore sous le drapeau français, lui-même y compris Lamizana. Il a fallu demander le transfert des militaires burkinabés voltaïques à l'époque, qui étaient dans l'armée française, qu'on les reverse dans l'armée voltaïque à l'époque. Et ça a été une longue négociation. Et c'est finalement le 1er novembre 1961 que l'armée a été créée. Maintenant, il fallait le transfert de toutes les attributions, le matériel, les équipements, aussi bien au camp de Bobo, Ouézin Koulibaly de Bobo, que le camp Guillaume Ouedraogo de Ouaga. Et ça, il raconte dans ses mémoires que ça n'a pas été une simple affaire, puisque déjà la France n'était pas totalement très d'accord avec ça, et en plus pour le transfert ça a été plus compliqué. Les Français ont demandé non, il faut nous donner un peu plus de temps. Et puis Maurice Yameroy qui dit non, notre indépendance est incompatible avec la présence de troupes françaises, de troupes étrangères sur notre sol. Vous voyez, lui, il avait déjà pris ce principe. Il a dit ça, c'est pas négociable. Le reste, on peut négocier, mais sur le départ des troupes françaises, c'est pas négociable. Donc, sur ce point-là, ça a été l'objet de crispation. Les débats ont été assez houleux à Paris. Il y a eu des échecs, puis finalement ils se sont retrouvés encore, et ils ont fini par accepter. Mais il raconte dans ses mémoires que les Français avaient demandé 1 an pour partir, le gouvernement a dit non. Ils ont demandé 6 mois, on a dit non. 3 mois, non. Donc, la date est butoir, il faut partir. Mais il raconte aussi que comment l'armée française a détruit des équipements à Bobo pour ne pas les rétrocéder à l'armée burkinabé qui venait de se créer, parce que ils n'étaient pas contents de partir. Donc voilà comment dans les conditions dans lesquelles cette armée-là a été créée. Il a évoqué tous les événements qui ont suivi après. Lamizana qui a créé l'armée, qui était le premier chef d'état-major de l'armée, est devenu, avec la crise de 1966, président. Voilà. Maurice Yameroy lui a rétrocédé le pouvoir. Et puis, il y a eu les événements qu'on a connus aussi, les coups d'État qui se sont suivis, 80, 82, 83, 87, avec le dernier coup d'État, 87 de Front Populaire. Puis maintenant, on a fait une parenthèse je crois de 48 ans ou quelque chose comme ça, et puis hop, on est revenu à nos vieux amours en 2022, avec 2 coups d'État en 8 mois. Et comme il a évoqué, depuis... Avant, ça a eu une tentative en 2015. Oui, ça a duré 1 semaine. Donc ça, on ne peut pas... Voilà, c'est une parenthèse d'1 semaine. Donc comme il a dit, depuis notre indépendance, c'est l'armée burkinabé qui a géré le Burkina, notre pays. Donc, son état actuel, qu'on le juge bon ou mauvais, est à mettre au compte très majoritairement au compte de l'armée burkina. Mais pour vous, ce bilan, il est comment? Au niveau de l'armée, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a la cohésion, qu'il y a l'armée nationale. On ne peut pas parler de l'armée nationale, parce qu'il y a beaucoup de divisions dans l'armée, c'est une évidence. Mais ça a commencé, je pense que ça a commencé au moment où les militaires ont mis les pieds dans la politique. C'est vrai que quand Lamizana a pris le pouvoir, lui, il était quand même le militaire le plus gradé, donc il n'y avait pas de contestation interne.
Mais à partir de 1983, 82, 83, avec l'avènement le coup d'État comment on appelle ça, de 82, puis le 83, où des moins gradés ont pris le pouvoir, la fonction faisant office, primant sur le grade. On a vu des capitaines qui sont des officiers subalternes, au pouvoir et commander des officiers supérieurs. Et ça continue aujourd'hui. Et ça, quand vous discutez avec des militaires, un militaire m'avait expliqué que dans l'armée, c'est simple. C'est le grade qui compte. Tu es plus gradé, tu commandes. Tu es moins gradé, tu obéis. Mais dès lors, c'est ça le pilier de la discipline dans l'armée. Mais dès lors maintenant que le moins gradé commande parce qu'il a une fonction politique, vous voyez, ça crée une certaine, un changement de comportement dans l'armée et ça crée des frustrations. On le voit d'ailleurs actuellement. On le voit d'ailleurs, les difficultés. D'ailleurs, sous Damiba, on a vu les nominations, c'était des lieutenants-colonels. Là, actuellement, ce sont des capitaines qui sont promis à des postes de responsabilité, avec les grincements de dents que ça peut provoquer par rapport à ceux qui ont des grades supérieurs. Donc, au niveau de la cohésion de l'armée, aujourd'hui, ça pose quand même un problème. Ça cause un problème. Maintenant, en termes de... Oui. Justement, en lien avec ce grade, tout à l'heure, le juge Bougman avait fait une petite analyse. On a tout de même l'impression qu'il y a ce grade, celui de général, pour prendre l'exemple, qui est souvent lié, on a l'impression qu'il est lié à une certaine nomination et non pas pour des hauts faits. Bon, de toute façon, je crois que la procédure de la nomination, c'est toujours, il faut nommer, mais quand même, on récompense quelque chose. C'est-à-dire, on ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour promouvoir quelqu'un général. C'est lié à la fonction. Non, c'est lié à la fonction. C'est lié à la fonction. Bon, est-ce que la personne mérite, ne mérite pas? Ça, c'est à l'autorité qui l'a nommé qui le juge. Mais ça peut quand même poser un certain nombre de problèmes en termes de cohésion dans l'armée. Maintenant, en termes de gouvernance générale du pays, chacun peut se faire son opinion. En termes de développement, là, le bilan peut être jugé, on peut être positif comme négatif, en termes d'infrastructures, d'éducation, de santé. Quand le Burkina accédait à l'indépendance, le taux de scolarisation était très dérisoire. Il y a eu un travail qui a été fait. Mais je pense que pour l'avenir, on reviendra peut-être. Il faudra qu'on trouve quand même le moyen, une formule, pour que l'armée revienne à ses missions régaliennes, traditionnelles, qui est de sécuriser le territoire national et de laisser la gestion de la chose publique aux civils. Voilà. Et justement, par rapport à ce dernier point, juge Bougman, 63 ans d'existence pour nos forces armées nationales, 50 ans de gestion du pouvoir d'État. Finalement, au niveau de Joachim Vokouma, on a l'impression que c'est pour cette raison que la cohésion est un peu mise à rude épreuve. Est-ce que vous partagez le point de vue? Oui, tout à fait. Comme le disait d'ailleurs le regretté Félix Houphouët-Boigny à des Burkinabés, parmi lesquels il y a aussi le regretté Makaé Ouedraogo, qui nous rapportait ses propos lors d'une discussion informelle. Il disait, Houphouët avait fait le constat quel est ce pays où tout a commencé quand un colonel a renversé un général. Donc parlant de la mise en œuvre renversée par le colonel Seyz Herbo. Ensuite, c'est un commandant, donc Jean-Baptiste Ouedraogo, qui renverse un colonel. Et ensuite, c'est un capitaine qui renverse le commandant. Regardez, les grades, ceux qui ont été, c'est décroissant. Donc, c'est des moins gradés qui détrônent des gradés, jusqu'à ce que, de capitaine à capitaine, donc capitaine Thomas Sankara, capitaine Blaise Compaoré. Mais après, il y a eu un Rubik. En 2014, aux premières heures de l'insurrection populaire, on avait un général de division qui était parti pour prendre le pouvoir, qui a même pris des actes. Et après, quelques heures après, c'est un lieutenant-colonel qui a renversé notre général 3 étoiles. C'était même pas un général de brigade, qui était chef d'état-major général des armées à l'époque, donc de toute l'armée. Mais c'est une faction, un lieutenant-colonel d'une faction de l'armée qui est venu prendre le pouvoir entre les mains du chef d'état-major général des armées, qui plus est général de division.
Mais après, quand le président Kaboré a été aussi renversé, c'est un lieutenant-colonel qui est monté, mais c'est encore un capitaine qui est venu. Donc, voyez-vous, il y a quand même il y a déjà un désordre. Donc, la cohésion ne peut pas être mise à rude épreuve. Ça va être très difficile parce que les officiers supérieurs vont regarder des officiers subalternes venir prendre le pouvoir, venir et devant eux donner la rançon. Bon, c'est pas aussi simple que cela. Donc, en 50 ans, on n'a pas pu faire en sorte que cela puisse quitter la tête du militaire. Mais la vérité aussi, c'est comme l'a dit le docteur Ebié Mamadou, beaucoup de Burkinabés sont putschistes dans l'âme. Et c'est d'ailleurs en général les civils également qui appellent l'armée au pouvoir. En général. 1966, l'armée au pouvoir. 2014, que l'armée prenne ses responsabilités. Pas forcément l'armée au pouvoir, mais on dit que l'armée n'a qu'à prendre ses responsabilités. Mais l'armée a pris ses responsabilités. Dans le contexte que nous savons, ça contribue encore à diviser encore cette armée. Donc on est arrivé à là. Mais quand vous regardez les postes sous le président Kaboré, des civils disent clairement aux militaires, si vous ne renversez pas ce régime-là, vous allez mourir au front cadeau. Pour des gens seulement qui sont à Ouagadougou, rien que pour le champagne. Ils l'ont dit. Ils ont incité des militaires effectivement à le faire. Et ont collaboré à saboter l'action du président Kaboré. Aujourd'hui, il y en a qui le disent. Mais après, le président Kaboré est tombé. Damiba est arrivé. Des civils ont commencé encore à écrire pour dire à ces mêmes... Parce qu'en fonction des militaires, il y a aussi des civils qui sont d'accord. Et qui disent à ces mêmes militaires, si vous ne faites pas attention, que les civils vont vous mélanger entre vous, vont diviser, et on va retomber dans les époques 83-87. Mais pourtant, c'est vous qui les avez dit de venir. Puisque vous les avez mélangés encore. Et finalement, Damiba tombe. Et on a regardez quand Damiba, au lendemain de la chute de Damiba, regardez comment les civils se sont encore divisés pour le même MPSR. Et aujourd'hui encore, il y a des civils qui tirent derrière les ficelles. Parce que jusqu'à présent, la vérité c'est que jusqu'à présent, on n'a même pas encore réfléchi nation. On est dans un repli communautaire, dans un repli identitaire, dans un repli politique, dans un repli idéologique. Ça a l'air de rien, pourtant c'est ça. Et parfois c'est aussi des intérêts. Et donc, faire en sorte que l'armée retourne définitivement dans les casernes, c'est aussi le rôle du civil, qui pour le moment n'a pas encore intégré. Et qui croit toujours à un officier sauveur, à un coup d'État salvateur. Quoi qu'il en soit, il croit beaucoup plus à ça. Donc, depuis 1966, on a un esprit insurrectionnel qu'il faut exorciser. On a également un esprit putschiste qu'il faut exorciser. Ce qui fait que poser les jalons, les bases d'une vraie démocratie forte, qui fasse en sorte que l'armée fasse son travail de l'armée et que ceux également qui sont investis de telle ou telle mission puissent le faire, on n'est pas encore arrivé. En 2015, il y a eu un début avec l'adoption d'une loi qui crée les conditions pour que quand un militaire veut laisser le treillis pour venir en politique, la loi a été votée et tout. Mais bon, donc on est à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, la réalité c'est que on a une armée, qu'on le dise ou pas, il n'y a pas de la sérénité dans les rangs. Et comme il y a eu maintenant, c'est comme si chaque faction maintenant arrive, vous commencez à gérer, il y a d'autres factions qui se réorganisent et qui attendent leur moment pour frapper et avoir leur part de gérer le pouvoir. Et en attendant également que d'autres factions, on risque de rentrer dans ce cercle vicieux-là si on y prend garde. C'est pourquoi j'estime que 63 ans après et 50 ans après cette gestion du pouvoir, l'armée et les civils doivent avoir le courage de se parler, de s'asseoir sur la même table pour mettre les choses sur la table et se parler et voir comment on renaît.
63 ans après, il y a le contexte qui a changé. Au départ, nous n'étions pas dans le même contexte sécuritaire qu'aujourd'hui. Une bonne partie de l'opinion estime aujourd'hui qu'il faut le spécialiste pour pouvoir nous sortir de cette crise-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça c'est un argument qui me paraît un peu spécieux. Si c'était une affaire simplement de spécialistes ou de militaires, la question serait réglée depuis. Depuis 2016, en réalité, sur le volet militaire, qui est-ce qui gérait ce volet militaire? Ce sont les militaires. Le président Roch Kaboré, c'est un civil qui ne connaît pas grand-chose dans la matière. Il a des conseillers, il a des spécialistes, des experts qui le conseillent et puis il prend les décisions que l'armée valide, accepte avec les généraux, les officiers supérieurs. Ce sont eux qui lui donnent les conseils pour qu'ils décident. Et ce sont eux qui élaborent les stratégies de guerre. C'est pas le président civil. Donc aujourd'hui, le résultat, c'est quand même aussi le résultat de leur travail. Que ce soit positif ou négatif, c'est leur résultat aussi. En grande partie, leur résultat. Le chef d'état-major, le ministre de la Défense, ce sont eux qui élaborent les stratégies de défense. Le chef de l'État prend des mesures politiques. Par exemple, voyez, l'allocation budgétaire de près de 700 milliards, ça c'est une décision politique que le politique prend. Maintenant, pour la mise en œuvre de cette politique-là, l'acquisition des armements, la réorganisation de l'armée, la responsabilité à confier à un tel ou un tel à ces différents postes, ça ce sont eux qui le disent. Donc aujourd'hui, et puis depuis 2022, le pouvoir politique et le pouvoir militaire est entre les mains des militaires. Donc, si c'était simplement une question de spécialistes de guerre, ça se saurait. Ça veut dire que cette guerre-là, c'est plus complexe que ça. On ne peut pas laisser ça simplement. Les militaires ne peuvent pas dire que nous avons la compétence pour régler ça, définitivement. Ce n'est pas exact, parce que sinon, ça se saurait. Donc, comme il a dit, il faut bien que, on convoque toutes les énergies, toutes les intelligences, pour qu'ensemble, on essaie de trouver des solutions. Il y a la solution militaire, et puis il y a des solutions aussi qui ne sont pas militaires. Et ça, dans toutes les guerres, que ce soit des guerres entre États ou des guerres internes, bon, ça finit toujours comme ça. Il y a toujours des négociations qu'il faut accompagner. À quel moment faut-il négocier, dans quelles conditions? Ça, c'est dans les discussions que ça se décide. Mais on peut pas... L'argument des spécialistes ne me paraît pas tenable aujourd'hui. D'accord. Et pour ces 63 ans d'existence, l'engagement des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie, ça a été salué par le chef de l'État dans le contexte actuel. Oui, en fait, c'est tout ça. C'est ce que je disais. L'armée burkinabé est créée, des civils au pouvoir, on dit qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux. Et donc, il faut susciter des supplétifs, appeler les VDP. Et donc, Roch l'a fait avec suffisamment de prudence, compte tenu aussi de la pression, la pression de la communauté internationale liée à un certain nombre de choses par rapport à un enrôlement des civils. Il y avait même une hostilité des militaires aussi. Voilà, il y avait même une hostilité militaire. Ouais. La vérité, c'est qu'il y avait aussi une... Par rapport à la... VDP, oui, il y a des militaires qui n'en voulaient pas. Il y en a qui en voulaient, il y en a qui n'en voulaient pas. Certains qui étaient au front en voulaient, comme le lieutenant-colonel Zungrana, fait partie de ceux qui ont incité à la création, mais il y en a aussi qui n'en voulaient pas. Qui le disent, qui n'ont pas eu le courage de le dire, mais qui le disent sous capoubé lors de rencontres, qui étaient réellement prudents. Qu'après, le contrôle, ça peut échapper rapidement. Pour ceux qui se disent, ça peut être assimilé à des milices, c'est d'ailleurs l'appellation pour certains. Donc, il y en a qui n'en voulaient pas. Et même parmi des civils qui combattaient l'initiative du président Kaboré en son temps, avaient dit que ce n'est ni plus ni moins que des civils. Et certains ont dit qu'il fallait que c'est à l'État d'assurer pleinement la sécurité des citoyens, mais pas à des civils. Donc il y avait cette opposition-là. Même ça divisait plus ou moins au niveau de l'armée. Maintenant, après la chute du président Kaboré, les militaires arrivent. Damiba a fait ce qu'il pouvait, mais avec le capitaine Ibrahim Traoré, mais l'appel des civils pour aider le militaire formé à la stratégie, formé à la guerre, l'appel a été encore plus grand, plus pressant. Les effectifs ont explosé. L'appel à s'enrôler pour être VDP a été fait.
De l'argent a été mis pour non seulement améliorer leur paye, leur encadrement, leur équipement. Et maintenant, ils sont engagés sur le théâtre des opérations. Hier, la télévision nationale, d'ailleurs, a levé un voile sur comment est-ce qu'ils sont formés. C'est 3 mois de formation. Donc, c'est une vraie immersion, une formation au maniement des armes, à l'état d'esprit du soldat, tout. Donc, voilà. C'est des civils qu'on a fait appel. Pourquoi notre armée a fait appel à des civils? Et quand il s'agit de la chose politique, on dit seulement que le problème c'est le civil. Non. Le problème c'est l'ensemble des Burkinabés, qu'ils soient porteurs de tenue ou pas. Mais il y a les civils qui ont aussi appelé à ce qu'ils puissent être équipés pour faire face à la menace. Je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi j'ai dit, mais au début, il y en a qui ne voulaient pas. Ceux qui ont été enrôlés comme VDP sous le président Kaboré, je pense que 20 000 francs pour la paix, de motos, pas à tout moment. Mais en ce qui concerne les armes, ils ne sont pas suffisamment dotés en armement. Je dis bien compte tenu de la peur et des dérives qui pourraient arriver. Nous avons fait le reportage en son temps et on a vu comment ces messieurs se débrouillaient. Et il y avait des opérateurs, il y a des opérateurs économiques à Ouaga et même jusqu'à présent qui dans leur localité d'origine ont beaucoup en son temps contribué pour que les VDP de leur localité aient des engins, de quoi mettre le carburant. Ils sont même allés parfois demander au niveau du ministère si on peut contribuer pour avoir quelques armes, pour que ces messieurs-là contribuent à défendre nos localités, nos villages. Ils sont nombreux au Burkina. Maintenant, comme l'État a pris sur lui la responsabilité comment on appelle ça, d'équiper conséquemment, il y a l'apport toujours de ces civils, mais ce n'est plus au même niveau. Donc quand ils sortent, mais c'est des militaires qui sortent. J'ai dit, mais cette armée qui a été aguerrie, qui dit qu'un civil ne peut pas gérer le Burkina dans ce contexte de guerre, a fait appel également à des civils. Le nombre de VDP, c'est combien? Les objectifs, c'était combien? 90 000. 90 000. 90 000, attends, c'est pas possible. C'est des civils. Et beaucoup ont laissé leur boulot, tout pour aller parce que c'est la patrie qui appelle. Mais sur le plan de la prévention, je pense que le président Thomas Sankara c'est comme s'il voyait venir les choses. Dans l'esprit de Sankara, on parle de développement, mais on parle de défense. De former le Burkinabé au travail, pour se développer, mais de former le Burkinabé pour défendre la patrie au moment opportun. C'est comme s'il voyait venir les choses. Après, un capitaine a pris, il a fait les 27 ans, et c'est fini. Le service militaire obligatoire, il n'y en a plus. Pour un pays qui est en guerre depuis, moi-même ça m'étonne, que depuis les 8 ans, on n'ait pas repris ça. Il a fallu attendre l'ancien directeur général de l'ENAM pour que les énarques puissent aller pour ça, et même là c'est dans quelles conditions, avec suffisamment de bruit. Mais le reportage qui est en train de se multiplier dans les groupes WhatsApp des jeunes Israéliens qui rentrent, pourquoi? Parce que c'est des réservistes de l'armée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette formation militaire ça fait d'eux des réservistes. Mais est-ce que le militaire qui a fait les 27 ans n'aurait pas dû penser à ça? Après lui, en 2015, pendant la transition, il y a eu, comment on appelle ça, cette volonté de pouvoir réactiver cela. Et jusqu'à présent, si on avait fait ça, est-ce qu'on aurait besoin d'ailleurs d'enrôler des VDP forcément? Parce que c'est des réservistes de l'armée burkinabé. Donc, on n'a pas travaillé aussi dans la prévention. Il faut qu'on ait le courage de le dire. On était beaucoup plus orienté vers les théâtres des opérations de l'ONU, de l'Union africaine, où parfois même, on a trempé dans des rébellions. On a été cité beaucoup dans des rapports de l'ONU, et c'est vrai, on a pris part à beaucoup de rébellions. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de témoins qui le disent. Il y en a même qui ont combattu maintenant, qui arrivent plus ou moins à s'afficher pour dire on a combattu dans tel ou tel. Voilà. Mais nous, ici, qu'est-ce qu'on a fait quand le terrorisme a commencé à venir sur notre sol? Où les premiers nuits ont commencé à se former dans les années 2009, avant même la chute de Kadhafi. Beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de pouvoir endiguer? Je ne pense pas qu'on ait fait grand-chose. On a fermé les yeux, on a négocié.
on a fermé les yeux. Alors que je me rappelle des propos du professeur Étienne Traoré qui disait au président Blaise Compaoré de faire très attention parce que nous approchons trop de ces groupes-là. Il a dit, c'est comme si nous approchons d'un nid de guêpes qui s'y frotte, s'y pique. Il avait été pris à partie. Je pense qu'aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Alors, beaucoup d'interrogations sur la table aujourd'hui, mais la réalité est que l'engagement de ces VDP aux côtés des forces de défense et de sécurité est en train de payer, et le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, l'a reconnu et a salué cet engagement. Oui, tout à fait, parce que c'est la réalité. C'est la réalité, ils sont au front, ils combattent avec la nouvelle loi qui a redéfini leur statut de façon claire, avec les émoluments, la prise en charge en cas de blessure, en cas de décès, tout. Et puis leur traitement mensuel, la formation également, et puis leur encadrement par les FDS. Effectivement, ils sont beaucoup plus efficaces aujourd'hui qu'au début. Parce que tout simplement au début, ils étaient pratiquement laissés à eux-mêmes. Et c'est pour ça que certains avaient redouté un peu qu'ils deviennent des milices. Mais aujourd'hui, c'est une loi. C'est quand même une loi qui a été votée. C'est pour ça que, souvent, j'ai des confrères étrangers, je leur dis toujours, non, c'est pas une milice, parce que ce sont des gens qui ont été créés par une loi votée à l'Assemblée nationale, sous le président Roch Kaboré, l'Assemblée nationale, à l'unanimité, et qui sont encadrés, formés par le ministère de la Défense, encadrés sur le terrain par les FDS, donc qui répondent directement du ministère de la Défense. C'est pas ça une milice. Une milice, ce sont des groupes qui échappent au contrôle de l'État et qui ont leur propre règle de fonctionnement. Donc, chaque fois, j'ai pinaille toujours avec des confrères étrangers quand on discute. Mais ça, effectivement, ce recadrage-là a permis de les rendre plus efficaces. Et c'est tout à fait normal, méritoire, juste que le chef de l'État reconnaisse le travail qu'ils font. Et sur le terrain, et même les militaires le reconnaissent. Et quand on va d'ailleurs parfois sur le terrain, on voit bien qu'ils sont en première, ils sont avec les militaires en première ligne et qui combattent. Ça montre effectivement que ce qu'on disait tout à l'heure, question d'experts, de laisser la sécurité à des experts, ça ne tient pas la route, parce que, il a dit, ce sont des civils qu'on a appelés en renfort aux militaires, qui ne parvenaient pas à contrer efficacement les terroristes. Donc, on ne peut pas... Non, et la précision, c'est que ces civils ont également demandé à être sur le terrain. Oui, mais c'est que les résultats, c'est parce que les résultats n'étaient pas au rendez-vous qu'on a fait appel aux militaires, aux civils. Si les résultats étaient au rendez-vous depuis 2016, on n'allait pas faire appel aux civils. Vous voyez ? Est-ce que c'était le nombre qui était insuffisant? Je ne sais pas, dans l'armée, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, je sais pas, il y avait un problème d'engagement, il y avait un problème d'efficacité, et il a fallu faire appel aux civils pour venir à renfort. Et aujourd'hui, ces gens-là, ce sont des militaires, et on voit bien, le Premier ministre même l'avait dit, que le recrutement de l'armée passera désormais par les VDP. Donc, quand tu es VDP, tu es prioritaire lorsqu'il y aura un recrutement dans l'armée. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi qui a motivé ceux qui se sont engagés. Et c'est tout à fait normal que des gens certains ont abandonné leur boulot pour aller s'engager pour la patrie. C'est tout à fait méritoire que, et quand on les voit, effectivement, tu vois pas, du point de vue de l'habillement, tu ne vois pas la différence entre eux et les militaires, à part les officiers. Donc, ce sont des militaires qui se battent sur le terrain, et ce sont des gens aussi qui sont des dignes fils et qui luttent pour sauvegarder le pays. Félicitations donc à nos forces combattantes engagées aux côtés des forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie. Nous parlons des 63 ans de nos forces armées nationales. Il y a aussi eu cette autre commémoration. Il s'agit du 9e anniversaire de l'insurrection populaire. Il y a eu la cérémonie au niveau de Ouaga 2000. Comment vous avez apprécié cette 9e célébration de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014? Bon, c'est une commémoration qui s'inscrit dans la continuité. Comme c'est devenu une tradition, c'est devenu une coutume. Donc, le chef de l'État a souscrit à accomplir ce que ses prédécesseurs aussi ont fait. Donc, ça, c'est dans la continuité. Maintenant, c'est dans le contenu que je pense quand même qu'il y a eu
De mon point de vue, un flop quelque part. On pouvait mieux faire en termes d'organisation, surtout que cette année, c'est beaucoup plus symbolique compte tenu du changement qui est intervenu à la tête de l'État et compte tenu également de la nouvelle dynamique. De mon point de vue, on pouvait mieux faire en termes d'organisation. Il y a des têtes quand même qu'on devait pouvoir voir. Vous estimez qu'on n'a pas eu tous les acteurs? Il y a quel acteur? Les acteurs de premier plan de l'insurrection n'y étaient pas. Parce que les acteurs du premier plan de l'insurrection, il y a les acteurs politiques, mais aussi les acteurs issus des rangs de la société civile. Et parmi les acteurs politiques qui ont porté ce combat, il y a le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, qui était le chef de file de l'opposition à l'époque, avec comme organisateur des marches meetings le docteur Ablassi Ouedraogo. C'est vrai que entre Ablassi Ouedraogo et ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas le parfait amour, mais ce sont des faits de l'histoire. C'était le président du comité, c'est lui qui organisait, qui donnait les consignes et tout, avant les marches. Mais quoi qu'il en soit, j'ai dit bien, il y a le président Zéphirin Diabré qui est là, qui était le chef de file de l'opposition à l'époque. Ne serait-ce qu'une invitation. Renseignement pris, je ne pense pas qu'il soit formellement invité pour venir à cette commémoration. Ce sont des symboles. En dehors de ça aussi, il y a les acteurs ou les leaders de la société civile qui ont porté ce combat. Je peux penser à Smoky, je peux penser à Maître Guy Hervé Kam. On peut, sur certains points ou certaines prises de position, ne pas être d'accord, mais quand il s'agit de la République, on a besoin de tous ces fils. Parce que quoi qu'il en soit, le combat que ces jeunes ont mené, que ces gens ont mené, ça a servi de terreau pour qu'on en arrive à un certain niveau. Figurez-vous que c'est depuis en 2011 que Maître Bénémoundé Sankara a lancé Blaise Dégage. En son temps, ils étaient peu nombreux, ces Burkinabés, suffisamment courageux, comme Sam Skalega et Smoky, aller à la place de la nation, raclette en main pour dire Blaise Dégage. Certains avaient dit vous rêvez, ce n'était pas républicain, ce n'était pas ceci, ce n'est pas cela, et voilà. Parce que certains avaient peur d'y aller d'ailleurs. Ils sont allés. Leur engagement a servi de tremplin pour donner du courage à d'autres. Et les rangs se sont grossis petit à petit jusqu'en 2014. Donc reconnaissons quand même qu'en termes de contribution à l'éveil de conscience, ils y ont été pour beaucoup. Vous savez que dans les rangs de l'ex-RSP, il y avait des jeunes militaires qui portaient le t-shirt du balai citoyen. Des officiers qui les commandaient disent vous rentrez dans leur dortoir, vous voyez, il y a le t-shirt du balai citoyen là-bas. Vous voyez les posters soit de Sam Skalega ou de Smoky. Ce sont des officiers qui les encadrent qui disent ça. Et quand ils discutent avec eux, ils vous disent ces jeunes-là portent des rêves dans lesquels nous nous reconnaissons. Mais ce sont j'ai dit bien, RSP. Je ne parle pas d'abord des autres factions de l'armée. Donc on en arrive à la commémoration et que ces symboles forts, de mon point de vue, ne soient pas posés à un moment donné de notre histoire, de mon point de vue, ça fait flop. Ça c'est mon point de vue. L'autre aspect, je pense également que c'était une occasion pour un rendez-vous de choses de gratitude du président actuel vis-à-vis de l'ancien président de la transition. Lui, il dirige une transition. Il y a quelqu'un qui avait dirigé une transition qui est là, Michel Kafando. C'était, je pense, un contact entre le capitaine de la génération actuelle et Michel Kafando aussi, de l'ancienne génération. Parce qu'il est allé récupérer le flambeau de Thomas Sankara au niveau du mémorial aux premières heures de sa prise de pouvoir. Donc, c'est aussi, de mon point de vue, un symbole qui allait parler fort et qui allait parler unisson. Mais maintenant, vous savez, entre parenthèses, que quand il allait sur le site du mémorial Thomas Sankara, ça lui a valu beaucoup. Parce que certains de l'aile Blaise Compaoré ont dit que le petit, comme ils le disent, a choisi son camp. Et beaucoup de combats contre lui ont commencé dès cet instant-là. Pourquoi il va aller là-bas? S'il part là-bas, c'est qu'il a choisi le camp. Est-ce que vous voyez? Donc, il paye déjà ça. Dans certains cercles, il ne le cache pas. Le capitaine paye ça par certains coups qu'il reçoit. Peut-être qu'il sait,
Peut-être qu'il ne sait pas, mais ça y est pour beaucoup dans certains coups qu'il reçoit dans certains cercles. Mais maintenant, pour la commémoration de l'insurrection populaire, j'ai dit, ces symboles-là devaient pouvoir parler. J'ai dit, quoi qu'il en soit, c'est des gens qui ont risqué leur vie. On se rappelle encore du coup d'État de 2015. C'est des gens qui ont risqué leur vie. Un Rastaman, un Dreadlocks a été frappé parce qu'ils l'ont confondu à Sams Kaluga en son temps, qui était aussi sorti pour dire on n'est pas d'accord contre le coup d'État. Donc, de mon point de vue, on aurait pu mieux faire. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il y a, c'est l'effort de l'appel à contribution pour la prise en charge des blessés, des victimes. Ça, c'est un point positif qu'il faut saluer. Et ça, il faut féliciter ceux qui ont eu cette initiative-là, de penser à ces gens-là. Et bravo à eux. D'accord. Est-ce que vous avez le même point de vue que le juge Bougman, qui estime qu'il y a des symboles qui ont manqué à cette commémoration? Oui, tout à fait. Je partage totalement son analyse, parce que quand on regarde, il a parlé du volet politique. Effectivement, celui qui a conduit le CEFOP à l'époque, qui a réorganisé le CEFOP de façon scientifique, avec des manifestations bien organisées. Au début, vous savez, les commerçants avaient peur des débordements, des pillages, mais au fil du temps, c'était tellement bien organisé qu'ils n'avaient plus peur. Ils ne fermaient plus leurs boutiques, même sur l'itinéraire voilà. Ils ne fermaient plus leurs boutiques. Donc, ça a été bien organisé. Ça, c'est le CEFOP, qui était dirigé à l'époque par Zéphirin Diabry. Il a invoqué celui qui était le chef de l'organisation pratique des meetings, des marches meetings, Ablassé Ouedraogo, secondé par Sanou Djedjouma. Tout ça. Oui. Il n'y était pas. Il n'était pas, au mémorial, au monument des martyrs le 31 octobre. Il n'y avait pas M. Benoît Sankara. L'insurrection populaire, vous voyez encore des images qui sont restées encore dans les mémoires, quand il sort avec le drapeau, avec la fumée sur le dos et tout. Il n'y était pas. Il n'y avait pas Émile Paré, qui était avec son écharpe de député et qui allait jusqu'au devant des militaires, la barrière, pour franchir la barrière, pour entrer dans l'Assemblée nationale. Il n'était pas là-bas. Il n'y avait pas Hervé Ouattara, il n'y avait pas Sarah Sirémé. Donc, et puis il y a évidemment les figures du ballet citoyen qui ont joué. Donc tous ces gens-là n'étaient pas là-bas. Donc ça quand même, ça a un goût, ça laisse un goût amer. Et ça montre aussi, j'écoutais l'invité l'avant-hier, l'acteur Rasmane Ouedraogo, qui s'inquiétait pour l'après-guerre. Effectivement, en termes d'avenir, de cohésion sociale, d'harmonie de notre pays, de réconciliation des fils et des filles, je suis très, très inquiet. Mais ça, parce que ça vient quelques semaines après. Moi, j'étais au mémorial le 15 octobre pour la cérémonie au cours de laquelle Thomas Sankara a été élevé au rang de héros national. À cette cérémonie également, il y a des acteurs que j'attendais de voir là-bas, je n'ai pas vu. Je ne les ai pas vus. C'est-à-dire ceux qui ont été des acteurs sous la Révolution, même si après ils ont suivi Blaise Compaoré dans le cheminement, ils ont quand même été des acteurs de la Révolution, mais ils n'y étaient pas. C'était les derniers carrés de Thomas Sankara qui étaient là. Donc tout ce monde-là, ça fait qu'il y a... Est-ce que c'est même une fracture sociale? C'est pas quel est le mot qui peut caractériser cela? C'est plus que ça. Et ça... Je ne sais pas comment on va s'y prendre pour reconcilier, recoller les morceaux de la société burkinabé qui est vraiment éclatée. Et ce qui vient de se passer, c'est encore un élément qui montre que la guerre va finir, mais la réconciliation nationale, c'est un autre chemin. D'accord, nous sommes presque au terme de cette audience du tribunal. 30 secondes pour chacun. Pour revenir sur un aspect, quand on parle de sauvegarder les acquis de l'insurrection populaire, quels sont ces acquis aujourd'hui? L'acquis, on a eu une alternance. C'est ça le principal acquis de l'alternance. Il y a eu aussi la réforme de la justice, où on a coupé le lien entre l'exécutif et le judiciaire.
c'est ça qui me vient en tête, mais puis effectivement, même la liberté d'expression dont on parlait, effectivement, il y avait quand même depuis 1998, il y avait une certaine liberté d'expression. Mais le vrai acquis de l'insurrection, c'est l'alternance qui n'aurait pas été possible sans l'insurrection populaire. Ça, c'est une évidence. Parce que si l'article 37 était modifié, Blaise Compaoré allait se représenter et bon, ça, c'est une évidence. Donc, ça, c'est le principal acquis politique. Sauf que ça a créé aussi, vous voyez, en 2015, le CDP n'a pas pu participer aux élections parce que voilà, il y a eu la loi Chérif qui les a écartés. Donc, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, en termes bon, qu'est-ce qu'on peut consolider, garder comme acquis? Bon, quand on cherche, voilà, c'est très mitigé. Juge Bougma, 30 secondes. Qu'est-ce qu'on sauvegarde aujourd'hui comme acquis de cette insurrection de 2014? Il y a un élément fondamental dont on ne fait pas attention, c'est la prise de conscience sur les enjeux, mais aussi sur un certain nombre de choses. Même ceux qui font cette veille citoyenne-là, ça date des camps. C'est pourquoi j'ai dit, on a besoin de tout le monde. En 2014, je pense que c'est à la marche du 28, Sam Skaluga s'est pointé à la place de la nation, qu'ils ont baptisé place de la révolution, avec son matelas à main. Et il dit, lui, il ne rentrera plus, tant que le président Blaise Compaoré ne sera au pouvoir. Dans le courrier d'ailleurs, le mot d'ordre était que ceux qui sont sortis ne rentrent pas. C'est après que les organisateurs, finalement, se sont parlé, paraît qu'il y a des SMS qui ont été échangés. Finalement, on a dit aux gens de rentrer. Sinon, ils n'allaient plus rentrer. Ce qui était prévu, il y avait un groupe qui allait rester à la place de la nation, un autre groupe qui allait rester au rond-point des Nations Unies, et pour commencer à faire l'activisme pour que Blaise Compaoré puisse reculer sur son initiative. Mais à la dernière minute, ça fait flop. Aujourd'hui, cette initiative, quand même, a porté ses fruits parce qu'il y a des gens qui veillent sur les ronds-points. Mais quand même, ça a été un déclic. Qui se sont dit, si on ne fait pas cette veille, c'est pas aussi évident. Donc on reste là jusqu'à... Ça fait partie des acquis. Ça fait partie des acquis. Et aussi le pouvoir qui est revenu à la rue. Et si on n'a pas réussi à canaliser ce pouvoir qui est revenu à la rue, ça va être un problème. Mais ça aussi, ça tire sa source au niveau de, comment on appelle ça, de l'insurrection populaire. Mais pour terminer, ceux qui ont également contribué à brader les acquis de l'insurrection sont les insurgés eux-mêmes. Ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Vous renversez un pouvoir, vous refusez d'assumer la responsabilité devant l'histoire de l'exercice de ce pouvoir pour préserver vos acquis. Vous comptez sur des gens qui ne l'ont pas fait ou qui ne l'ont pas fait avec la sincérité de préserver ces acquis. Ça ne marche pas. Je ne sais pas d'où vient cette niaiserie politique. Ça ne peut pas marcher. Et donc aujourd'hui, les insurgés ne peuvent que s'en prendre aussi à eux-mêmes qui au lendemain se sont divisés sur ceux qui sont sur le plan politique, se sont divisés. Ceux qui sont dans l'arène de la société civile également se sont divisés. Toute nation divisée contre elle-même tombe en ruine. Point final pour cette quatrième et avant-dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que le directeur de publication du journal en ligne Kasseto.net, Joachim Vokouma, était notre convoqué à la barre. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci pour l'invitation. Merci, juge Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.